Je m'associe au remerciement de Madame le maire et souhaite également exprimer ma gratitude envers l'ensemble de mes collègues engagés pour la cause animale qui interviennent aujourd'hui, ainsi que Madame Sour-Nicolet, directrice générale adjointe au département Attractivité, Transition et Aménagement, dont la détermination, l'engagement ont rendu possible l'organisation de cette matinée. Un grand merci aussi à Madame Noémie Gauduchon et Madame Maram Elmanti pour leur écoute et leur accompagnement logistique. De la notion d'animal-machine de Descartes à celle de la reconnaissance par le Code civil de l'animal doué de sensibilité, 4 siècles se sont écoulés. Quelques milliers d'années séparent la domestication du loup par l'homme chasseur-cueilleur et l'utilisation du chien domestique pour la chasse ou la défense. De tout temps, l'animal, qu'il soit de rente ou de compagnie, a servi l'homme dans un seul but, la notion de survie, alimentaire ou en lien avec une valeur numéraire. Pourtant, bien que ces notions subsistent encore de nos jours, l'ère du XXIe siècle connaît un bouleversement des mentalités et une révolution dans la prise de conscience envers l'animal et son statut, quelle que soit son espèce. En effet, ce dernier ne partage plus notre univers que pour nous servir, nous nourrir. Il fait partie intégrante de nos vies, de nos familles. Un membre à part entière dont nous devons prendre soin. L'animal reprend le pouvoir et sans qu'il en ait vraiment conscience. Une petite révolution est en marche, si bien que selon un sondage HuffPost en 2024, 61% des propriétaires d'animaux de compagnie jugent la relation avec leur animal préféré aussi satisfaisante, voire plus satisfaisante qu'avec un membre de leur famille. Cette enquête révèle un profond mal-être. Elle est le reflet d'une société anxiogène où les relations humaines post-Covid sont parfois compliquées. L'animal est alors un refuge, un lien d'attachement émotionnel fort, sans jugement, avec lequel les interactions restent quasi essentiellement positives. L'animal, il nous fait du bien, il nous apporte de l'amour, de l'attention, nous apaise et nous rassure. Il nous permet de retrouver, comme l'a dit Cara tout à l'heure, une activité physique, grâce par exemple à une promenade, et ainsi renouer du lien social. L'animal, c'est aussi un thérapeute, un médiateur, un détecteur de pathologies. La science prouve que caresser un chat ou un chien atténue les facteurs de stress, diminue notre rythme cardiaque, libère des endorphines et permet même de réduire les risques d'allergie de l'enfant in utero. Des capacités étonnantes qui sont au service de l'homme. Qu'ils soient cheval, lapin, chien, chat, chèvre, cochon, brebis, leurs multiples qualités ne sont plus à démontrer et nous le retrouvons partout où l'être humain en éprouve le besoin. Comme chien médiateur de justice qui accompagne les victimes au cours de longs et difficiles processus judiciaires, en milieu hospitalier pour aider les patients à supporter des thérapies lourdes, en EHPAD pour raviver la mémoire de nos aînés, en classe pour venir en aide aux élèves en difficulté, en police ou gendarmerie comme chien détecteur, chien de secours ou de défense, auprès des personnes porteuses de handicap, du trouble du spectre autistique, déficients visuels, diabétiques ou épileptiques. La présence de nos amis à 4 pattes dans divers secteurs de la société souligne également l'attrait commercial qu'ils représentent. En effet, la France compte près de 75 millions d'animaux tout confondus, dont environ 15 millions de chats et 8 millions de chiens, ce qui fait de notre pays le plus gros détenteur d'Europe. Une manne financière non négligeable, puisque la valeur de marché des produits pour les animaux de compagnie est d'environ 6 milliards d'euros par an. Les Français et les industriels l'ont bien compris. L'animal est un atout dont nous tirons des bénéfices à la fois économiques et affectifs. Pourtant, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que l'animal reste le grand absent de nos collectivités territoriales, malgré une politisation croissante du bien-être animal. Pour nos concitoyens, la condition animale reste un enjeu de société, malgré une conjoncture économique difficile, et mobilise les associations, les politiques, mais aussi les législateurs. En effet, 4
80% des Français jugent la cause animale importante. 67% d'entre eux estiment que les animaux sont mal défendus par les politiques et 77% déclarent être favorables à ce qu'ils bénéficient d'un statut juridique de personnes non humaines. C'est un sondage IFOP pour 30 millions d'amis. La promulgation de la loi contre la maltraitance animale adoptée en 2021 par le gouvernement a permis des avancées majeures, comme par exemple l'interdiction de la vente de chiots de chatons dans les animaleries, la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques d'ici 2028, le renforcement des peines pour les actes de cruauté ou de maltraitance, mais souligne également de grandes difficultés dans la mise en place des lois existantes et de leur application. C'est pourquoi la ville de Valence, Valence Roman Aglo, les acteurs mobilisés en faveur de la cause animale ici présents, ainsi que moi-même, en qualité d'élu à la condition animale de Bourg-les-Valence, avons souhaité organiser cette matinée d'information et de formation, une initiative sans précédent en France, comme l'a rappelé M. Larue. Elle marque une étape essentielle pour faire émerger dans chaque commune un référent animal pleinement conscient des enjeux et capable d'agir concrètement en faveur du bien-être animal. Donc, je vais commencer par vous expliquer les enjeux. Les enjeux éthiques. Ainsi que mentionné précédemment, la bientraitance animale s'impose comme une priorité pour 80% des Français. Toutefois, en dépit de cette prise de conscience collective, une partie de la population persiste à négliger volontairement ou non les besoins fondamentaux et les conditions de vie nécessaires à leur bien-être. Les Français possèdent plus d'animaux de compagnie que dans le reste de l'Europe, mais paradoxalement, ce sont eux aussi malheureusement qui s'en occupent le plus mal. Cette responsabilité individuelle ne peut trouver d'issue sans un levier institutionnel afin de ne pas minimiser cette forme de négligence. La collectivité a également un devoir de protection envers les animaux présents sur son territoire, notamment les plus vulnérables comme les chiens abandonnés, les chats abandonnés ou les chats errants. De plus, l'éthique consiste à aligner les discours avec les actes, puisque vouloir valoriser la nature en ville sans prendre en compte des animaux qui y vivent serait incohérent. C'est pourquoi, quand Madame le maire a souhaité me confier cette délégation, je n'ai pas hésité vraiment une seule seconde. Avec cette grande particularité qu'en tant qu'élu et comportementaliste canin et félin de profession, je puisse la gérer intégralement. Fort de mon expérience de terrain en tant qu'enquêtrice contre la maltraitance animale en Tarn-et-Garonne pendant 5 ans, je travaille en collaboration étroite avec mes collègues de la police municipale, ici présents. Monsieur Varroquet, la police nationale, Monsieur Opec, le directeur du refuge Charrock, Madame Chapignac et Madame Clément, toutes les deux présidentes des refuges Charrock et Béraud, Monsieur Gontard, qui est directeur de la Fourrière de Valence, et Madame Ferraud, qui est présidente de l'association Les Petites Pattes d'Anis Ferraud. Nos actions pour le bien-être animal sont nombreuses. Enquête de maltraitance sur l'énonciation d'un ou plusieurs administrés ou sur signalement d'un bailleur ou une institution comme le CMS. Prise en charge des animaux également abandonnés sur la voie publique ou dans les lieux privés suite à un déménagement, une hospitalisation, un départ en EHPAD, une séparation, des naissances de chiots ou de chatons non désirés. Je tiens vraiment à insister particulièrement sur les abandons qui surviennent lors d'un décès ou d'un départ en EHPAD, car trop souvent, la collectivité doit se substituer à une famille absente ou démissionnaire, sans que cela ne puisse poser aucune question. Aujourd'hui, les causes d'abandon sont multiples et il est essentiel d'agir avec réactivité pour apporter une réponse efficace et durable à l'animal en souffrance déjà fragilisé par cette rupture. Dans la mesure du possible, nous privilégions une intervention à Bourg-les-Valence sous forme de médiation au domicile des propriétaires suspectés de maltraitance afin de vérifier la véracité des faits rapportés et, si possible, d'éviter une réquisition des animaux par les forces de l'ordre qui entraînerait leur placement en fourrière pour toute la durée de la procédure, et mes collègues y reviendront tout à l'heure. Le référent de la commune est dans ce cas essentiel, car les associations le refuge étant la plupart du temps submergés par les demandes, il peut agir dans l'instant et de manière pertinente afin de soulager ces professionnels dans leur action quotidienne. Les enjeux juridiques et sociaux.
Des lois encadrent la gestion des chats et des chiens au sein des villes et des campagnes, et les connaître est essentiel pour une réponse rapide et adaptée à la gestion de conflits ou la prise en charge d'urgence d'un animal en danger, accidenté, blessé ou décédé sur la voie publique. La population en divagation est difficilement estimable, c'est vrai. La divagation pose, outre des problèmes de protection animale, de potentiels problèmes de santé publique, accidents sur la voie publique, morsures, voire socio-économiques, problématiques par exemple des attaques de troupeaux par des chiens divagants dans les communes rurales. La gestion de ces animaux est une obligation légale, article L211-24 du Code rural et de la pêche. Le maire peut intervenir contre l'errance animale en vertu de son pouvoir de police générale et de police spéciale. L'article L211-27 du Code rural l'autorise sur arrêté à faire capturer, stériliser, identifier les chats errants non identifiés avec relâche sur place. L'identification se fait donc au nom de la commune ou d'une association. La gestion de ces populations relève alors de leur responsabilité conjointe. En 2023, l'État a alloué 3 millions d'euros aux communes pour financer ces campagnes, soit directement en déposant un dossier d'aide, soit via une association. Ce chiffre conséquent témoigne bien de la prise de conscience de cette problématique nationale. Malheureusement, encore trop peu de communes se sentent concernées par le sujet et se trouvent contraintes de régler cette problématique de manière expéditive ou de l'ignorer complètement, ce qui n'est pas une solution. Les chats errants sont là pour la plupart issus de chats abandonnés dans la rue ou non stérilisés par leurs propriétaires. Et je le dis très souvent, quand on m'interpelle, le chat de rue n'y est pour rien. Malheureusement, il est là parce qu'un jour, un être humain l'y a laissé. Il est donc essentiel de mettre en place des campagnes de stérilisation, mais également des campagnes de prévention et d'information sur les bienfaits de la stérilisation par les biais de vos réseaux de communication. À Bourg-les-Valences, nos réseaux sociaux et le BLV Mag sont des vecteurs réguliers de notre communication au profit de la prise en charge de l'animal au sein de la ville. Depuis 2020, je supervise entièrement la gestion des captures en collaboration avec nos vétérinaires partenaires, la clinique Veto Bien-être de Bourg-les-Valences, avec lesquels nous avons signé une convention et qui nous feront bénéficier d'un tarif associatif. Chaque année, ça leur représente plusieurs dizaines de chats, voire jusqu'à une centaine, grâce à un budget alloué par la commune, ainsi qu'à des mécènes privés qui nous accompagnent financièrement au profit des animaux. Je veille également sur tous les chatons trouvés sur la voie publique ou dans les jardins particuliers, en collaboration avec l'association Les Petites Pattes d'Agnès Ferraud, les refuges ou la Ferrière, pour une mise en place à l'abri, en famille d'accueil ou en famille d'adoption. De plus, la formation et la sensibilisation de notre police municipale renforcent la démarche de signalement par un administré lambda, puisque les agents annotent systématiquement toutes les mains courantes concernant les animaux via un fichier hebdomadaire à mon attention. Maintenant, nous allons aborder les enjeux sanitaires et écologiques, qui sont aussi très importants. Au-delà de la vie de misère à laquelle est confronté un chat errant, livré à lui-même et exposé à la faim, à la soif, aux intempéries, à l'absence de soins et aux maladies, la question de sa prolifération représente un véritable enjeu de santé publique. Il est en effet impossible de connaître avec précision le nombre de chats errants dans une commune, mais celui-ci s'élève souvent à plusieurs centaines, voire des milliers selon la taille des communes. Et l'enjeu majeur reste les nuisances sonores ou olfactives. Sonores parce que pendant les périodes de reproduction, au cours de laquelle les mâles peuvent voler et se bagarrer de longues heures. Olfactives puisque le chat errant qui est non stérilisé urine et défecte dans tous les lieux communs, publics, privés, jardins, terrasses, escaliers. Ces animaux qui ne sont généralement non vermifugés sont également très souvent porteurs de parasites intestinaux transmissibles à l'homme. On parle alors de zoonose, mais également à d'autres chats. Typhus, coryza, sida du chat, gale, teigne sont également des maladies courantes chez les chats de rue non vaccinés et non traités. Ces maladies se transmettent par contact direct ou voie sexuelle aux chats sains des particuliers. À cela s'ajoutent les puces laitiques dont la prolifération peut s'étendre sur de vastes zones. Outre les effets connus de l'agriculture intensive, de l'urbanisation croissante et la suppression des haies sur les reculs de la population d'oiseaux, il convient de souligner l'impact non négligeable du chat domestique. En tant que prédateur, il participe également à la raréfaction de centaines d'espèces d'oiseaux, de petits reptiles ou autres mammifères. À Bourg-les-Valences, en plus des campagnes de stérilisation, nous avons mis en place 2 cabanes à chats, un chat tipi offert par la fondation One Voice et une autre financée entièrement par un bailleur social, Pluralis.
Ces 2 cabanes sont gérées à l'année par mes bénévoles. Ce sont des abris spacieux qui permettent un contrôle de l'alimentation sauvage non encadrée, qui crée également des nuisances et attire les nuisibles. Cela contribue également à contrôler les populations de chats errants qui viennent y dormir et manger en intervenant le plus rapidement possible dès qu'un chat inconnu arrive à la cabane. Depuis la mise en place de ces 2 cabanes, les administrés des 2 quartiers ont pu observer une diminution drastique du nombre de chats, mais surtout une réduction nette des nuisances olfactives et sonores. Les chiens, n'oublions pas les chiens, qui peuvent être aussi, eux, source de nuisances. Aboiements fréquents en l'absence des propriétaires, qui empoisonnent la vie du voisinage, déjections laissées sur les trottoirs ou dans les parcs, faute de civisme, morsures parfois graves, dues à manque de contrôle ou non des règles concernant les chiens dits dangereux. Trop souvent, on oublie que la liberté d'avoir un animal s'accompagne d'obligations, comme le fait de tenir le chien en laisse sur la voie publique. Autant de responsabilités que les maires doivent gérer au quotidien. À Bourg-les-Valences, nous avons fait le choix d'offrir aux chiens un espace entièrement clôturé de 600 m² au cœur de la vieille ville. Ce canipark, qui est ouvert depuis bientôt 4 ans, est victime de son succès, car il est vraiment fréquenté tous les jours de l'année. Il permet à tous les types de chiens, y compris de première et deuxième catégorie, de courir et de s'amuser librement à leurs propriétaires de nouer du lien social. Dans une démarche de sensibilisation, nous avons fait également intervenir un professionnel de l'éducation canine. Ces séances visent à rappeler aux propriétaires les bonnes pratiques à adopter en milieu urbain afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre tous les habitants, qu'ils soient amis ou non des chiens. À l'approche de Noël, nous organisons également une balade conviviale de Noël ouverte à tous. Les enjeux économiques. La gestion des animaux errants ou abandonnés sont liés à des secteurs clés, entraînant des coûts plus ou moins élevés pesant sur les différents acteurs du territoire. Valence Romand Agglomération subventionne les 2 refuges à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. Entre les rénovations déjà effectuées au Berrot et les travaux à venir, plus les conventions triennales 2024-2027 pour les subventions de fonctionnement annuel des 2 refuges. L'ouverture prochaine du refuge de Saint-Roch sur la commune d'Étoile-sur-Rhône témoigne une fois de plus des besoins toujours croissants du nombre de places d'accueil pour les chiens et les chats. On l'a dit tout à l'heure, bien que les Français se félicitent d'avoir de nombreux animaux de compagnie, ils comptent aussi parmi les moins exemplaires en la matière de soins et de responsabilité envers eux. Afin de réduire durablement les coûts de fonctionnement des refuges et fourrières, il apparaît vraiment indispensable de limiter les abandons, tout en maîtrisant les naissances de chiots ou de chatons non désirés. Cela implique la mise en place d'une politique de stérilisation obligatoire pour les animaux de particuliers non éleveurs, un encadrement rigoureux des ventes et dons d'animaux sur les plateformes en ligne, un renforcement de la lutte contre les circuits illégaux, notamment l'importation clandestine de chiots ou de chatons, sans oublier bien sûr une obligation d'identification des animaux de compagnie par les vétérinaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, même si la loi dit que l'identification est obligatoire, depuis 1999 pour les chiens, 2012 pour les chats, un vétérinaire ne peut pas obliger un propriétaire à le faire. Nous pouvons observer ce paradoxe constant chez les Français qui scindent la population en 2 parties, celles qui maltraitent, abandonnent, négligent, et celles qui donnent aujourd'hui autant, voire plus pour des associations de protection animale que pour des associations humanitaires. Selon le secrétariat d'État chargé de la vie associative, la SPA arrive même en tête des intentions d'implication des Français sous forme de dons d'engagement de temps à égalité avec les Restos du Cœur. Sur le plan économique, ce phénomène n'est pas anodin. Le marché de la protection animale attire aujourd'hui d'importants flux financiers, mobilise des donateurs réguliers et donne même naissance à des stratégies de communication marketing émotionnelle très efficaces, même pour vendre une célèbre marque de voiture. Ce soutien financier massif constitue donc un véritable enjeu révélant que la protection animale est aussi devenue un secteur à part entière, avec ses mécaniques, ses priorités et parfois ses contradictions. Voilà, maintenant je vais aborder le point peut-être pour vous le plus important, c'est les enjeux politiques avec ce triangle. Ce triangle, il fonctionne de manière vertueuse. Vous voyez l'animal, qu'il soit source de nuisance, animal en danger, l'administré, le référent animal ou l'équipe de la police municipale, de l'équipe municipale. Qu'est-ce que ça veut dire ce triangle? C'est protéger l'animal, qu'il soit source de nuisance ou qu'il soit en danger. C'est aussi améliorer la qualité de vie et de sécurité des habitants. En somme,
chaque action en faveur de l'animal ou d'une question le concernant va bénéficier à tous. C'est important. Les enjeux politiques liés à la cause animale sont trop souvent relégués au second plan, et on l'a signalé tout à l'heure. Pourtant, ils constituent vraiment aujourd'hui une priorité majeure pour de nombreux citoyens. Pourquoi ? Parce que les administrés, au-delà d'être des électeurs, sont aussi des consommateurs et des acteurs du quotidien, en quête de réponses claires et d'engagements concrets. Qu'ils soient victimes, témoins ou plaignants, leur relation à l'animal doit être écoutée, respectée et surtout intégrée pleinement à l'action publique. La question de l'animal est devenue une attente légitime, voire une exigence citoyenne. Comme nous l'avons déjà évoqué, un Français sur deux possède au moins un animal de compagnie. Cela signifie qu'un électeur sur deux est aussi sensible à la cause animale. Et dans l'isoloir, l'électeur privilégiera le candidat qui s'engage concrètement pour la protection ou le bien-être des animaux et pour les actions concrètes déjà mises en place à leur égard dans la commune. Parce que aimer les animaux, c'est attendre d'un maire ou d'une équipe municipale qu'elle agisse en faveur de leur place dans la ville, de leur sécurité et du respect dû à tout être vivant. Nous arrivons à la mise en place du référent. Voilà. Désigner un référent dédié à la question animale représente un véritable atout, nous l'avons vu, non seulement pour les administrés, mais aussi pour l'ensemble des acteurs sociaux du territoire. Qu'il s'agisse des bailleurs sociaux, des assistantes sociales, des infirmiers libéraux ou encore des services d'aide à domicile. Tous peuvent être confrontés à travers leurs patients ou bénéficiaires à des situations complexes impliquant des animaux. Abandon de domicile, syndrome de Noé, syndrome de Diogène, mesures d'expulsion. Ces problématiques touchent directement le quotidien de nos services sociaux. Dans ces cas précis, le lien avec la mairie est indispensable. Assurer un relais clair entre les acteurs sociaux et les services municipaux permet d'agir plus efficacement dans l'intérêt à la fois des personnes et des animaux concernés. Alors, comment mettre en place ce référent ? Les communes que vous représentez sont très hétérogènes et ne possèdent pas toutes de police municipale. Pourtant, un agent mairie ou un membre de votre équipe municipale peut être désigné comme référent à l'animal, même sans aucune expérience en la matière. Une sensibilité à l'animal, bien sûr, et une volonté d'engagement volontaire est un plus. C'est pourquoi l'équipe de Valence Romand Aglo et moi-même nous engageons à vous accompagner personnellement dans ces démarches. Nous viendrons former la personne que vous aurez désignée dans vos équipes municipales ou agents communaux afin de faciliter cette mise en place essentielle. Nous vous accompagnerons également dans vos démarches de mise en relation avec les différents acteurs engagés pour la cause animale présents ce jour, ainsi qu'avec les vétérinaires que vous choisirez comme partenaires. En conclusion, voilà, j'aime beaucoup ces deux citations qui rappellent un peu la dualité de notre cause animale sur le territoire. Voilà, toujours partagé entre prise de conscience et maltraitance. Depuis toujours, des personnalités issues de tous horizons, philosophes, écrivains, artistes, responsables politiques se sont engagés et distingués en faveur de la cause animale, à contre-courant des idées dominantes de leur époque. Elles ont eu le courage de penser autrement, de faire entendre une voix différente. Pour elles, la condition animale n'était pas un sujet secondaire. Elle s'inscrivait déjà au cœur des grandes questions éthiques, sociales et politiques du monde. Leur engagement prouve qu'il n'a jamais été honteux de défendre les animaux. Au contraire, c'est souvent une marque de lucidité, de sensibilité et de clairvoyance. La Fondation Nami, par le biais de son magazine, honore chaque année les villes qui agissent en ce sens. Les Pays-Bas l'ont bien compris. Cet enjeu majeur que représente la cause animale qu'ils ont érigé en une véritable priorité nationale, grâce à une volonté politique forte et stricte et à des mesures concrètes. Les Pays-Bas sont devenus aujourd'hui le premier pays en Europe à avoir éradiqué l'abandon des animaux, prouvant qu'une autre voie est possible. Certes, l'État ne peut se substituer à la responsabilité individuelle de chacun, mais c'est en soutenant des initiatives comme la nôtre, en encourageant des projets innovants et en unissant les volontés publiques que nous pourrons réellement faire progresser la protection animale. Voilà, je vous remercie.